On est mardi soir. J'ai quasiment rien filmé cette semaine parce que en début de semaine, en fait, je travaille dans mon emploi salarié. Je suis en télétravail la plupart du temps et donc mes journées ressemblent à ça. Mais même quand je sors pas faire du sport, parce que là j'ai une séance d'ostéo hier et donc du coup je vais pas courir pendant au moins 2 jours, et ben je m'efforce quand même, enfin je m'efforce, j'ai pas besoin de me forcer du tout parce que j'adore faire ça, mais en tout cas je vais prendre l'air absolument. En plus là il fait hyper beau, il fait presque 30 degrés à Lille aujourd'hui, donc ce que je fais souvent c'est que je vais faire un petit tour soit à pied, soit à vélo dans l'île, et là en plus j'ai un petit truc spécial à faire, donc je vais vous montrer. Déjà, je vais vous montrer un petit peu l'île à vélo, ce que ça donne pour celles et ceux qui connaissent pas. On a quand même une ville très très jolie et je vais vous montrer ce pourquoi je dois bouger dans le centre de l'île et je vous explique ça au retour. Je suis allée mettre une petite affiche de mon spectacle qui est une conférence gesticulée. J'aime pas forcément employer ce terme, donc moi je dis conférence spectacle qui s'appelle Pourquoi j'ai invité mon agresseur à mon mariage. Et en fait, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé tout ce début d'année 2025. J'ai suivi une formation de 6 mois pour écrire et mettre en scène, surtout écrire, mais un petit peu mettre en scène cette conférence spectacle. Et donc je l'ai joué 2 fois pour l'instant. Et je vais donc la jouer à Lille le 12 septembre et je vais la jouer à Paris et à Montpellier et dans plein d'autres villes françaises normalement très bientôt. Donc sur Instagram, je vous mettrai évidemment toutes les dates et en barre d'infos, je vais vous mettre aussi le lien sur lequel vous pouvez retrouver les dates à venir. Comme ça, peut-être qu'on s'y croisera. En gros, ça parle des violences sexuelles, de culture du viol et en gros, je pars d'une question que plein de gens se posent quand soit ils ou elles s'intéressent à la question des violences sexuelles, soit quand les gens ont envie d'avoir des propos juste sexistes. C'est mais pourquoi elle n'a pas porté plainte plus tôt, pourquoi elle n'a pas parlé plus tôt, etc. Ou quand la question est honnête, comment ça se fait qu'une personne mette parfois 10 ans avant de parler tout haut ou de porter plainte, notamment pour les cas les plus médiatisés. Voilà, c'est un spectacle qui dure 1h15 à peu près, qui est pas du tout, c'est pas un spectacle humoristique, mais j'essaye de faire quelques blagues dedans. Voilà, donc écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, et surtout si tu es dans une ville où il y a un lieu féministe, genre un café, une librairie, qui serait chaud de m'accueillir, ou en tout cas que toi tu connais et que tu aimes bien, et écris-moi ça en commentaire, et comme ça je les contacte et peut-être que je pourrais venir jouer dans ta ville. Je vais vous raconter l'histoire de cette boîte après, parce que je trouve que c'est cool et peut-être que ça peut vous donner envie de faire ça, bref. Mais avant, je vous avais dit que dans les vlogs, j'allais vous parler aussi de mes lectures. Et cet été, mon copain m'a offert cette BD, qui est une BD d'une Québécoise qui a écrit un livre sur le fait qu'elle n'aurait certainement pas d'enfant, qui s'appelle « Je pense que j'en aurai pas » de Catherine Gauthier. Je l'ai terminé la semaine dernière. Alors c'est une BD, donc ça se lit rapidement, mais je voulais en fait vous montrer les dessins. C'est vraiment un dessin noir et blanc comme ça, au crayon. Je trouve que c'est hyper beau. Voilà, comme ça vous donne une petite idée. C'est très très joli et ça parle d'une personne qui en fait avait toujours imaginé qu'elle aurait une vie classique et en fait qui se retrouve à 37 ans et à ne pas avoir d'enfant et à se rendre compte qu'en fait elle en aurait certainement pas parce que voilà, et qu'en fait elle se rend compte que finalement
bah, il y a une idée de circonstance évidemment, et puis il y a aussi cette idée que, bah, peut-être que c'est pas son truc à elle, qu'elle est pas faite pour ça et que, bah, elle se rend compte qu'elle a des troubles, personnels, et psy notamment, une santé mentale qui est fragile, à gérer et qu'en fait, ben, la maternité, ce serait pas pour elle, en tout cas dans un monde, qui nous impose autant de choses comme le monde capitaliste de 2025. Il est paru en début d'année et bah franchement hyper beau, très joli format. Si je trouve que les BD c'est une chouette idée cadeau en fait à offrir à quelqu'un qui a envie de réfléchir sur cette question-là, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne sait pas si elle veut des enfants, qui a l'impression qu'on rate sa vie si on n'a pas d'enfants, ou bah, qui est en train de faire le deuil de ne pas avoir d'enfants parce que bah, c'est trop tard pour elle, ou que bah, malheureusement les circonstances ne sont pas réunies, je pense que ça peut être une chouette idée cadeau. Voilà. Ça, c'était pour la petite partie présentation. De toute façon, un jour, je vous ferai toute ma bibliothèque de livres. Bon, là, c'est vraiment qu'une petite partie, c'est les BD. J'ai beaucoup de livres et je n'ai que des livres féministes parce que il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, mais c'est surtout que comme c'est mon travail d'écrire sur ces questions-là, en fait, qui dit écrire dit lire. Et donc, je lis énormément de politique, d'histoire et de sociaux féministes. Voilà. Mais c'est pas le sujet. J'avais envie de finir cette journée parce que je suis en train de ranger mes affaires, je suis en train de faire du tri dans mes vêtements parce que potentiellement je vais prêter mon appart à quelqu'un pendant quelques semaines pour garder mon chat pendant que je serai en vacances. Donc voilà. Et donc je suis retombée sur cette boîte. Je me suis dit que j'avais envie de vous partager ça parce que figurez-vous que ceci c'est ma boîte à souvenirs. En gros, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Même les livres, hein, moi j'ai aucun problème à me séparer de mes livres. En gros, quand j'ai un livre intéressant à lire, et ben je prends des notes et souvent je le garde pas parce que bah en fait je déménage souvent. Les livres c'est beaucoup trop lourd, donc je peux pas tous les garder. Pour les vêtements, eh ben là en gros vous avez quasi l'intégralité de ma garde-robe dans ce petit carré là Ikea que tout le monde a eu chez lui au moins de fois dans sa vie. J'ai quasiment pas de vêtements parce que ben je m'habille toujours pareil. En réalité, je pense que si j'avais 4 t-shirts et 2 pantalons, ce serait la même chose, largement suffisant. Mais bon, j'en ai un peu plus. Et du coup, en fait, au fur et à mesure des lieux de vie, des endroits où j'ai vécu, eh ben, j'ai accumulé cette boîte à souvenirs qui est vraiment des trucs un peu random. Genre là, il y a une carte de un des week-ends Majak, qui est l'entreprise dans laquelle je travaille. Et en fait, on fait des week-ends à vélo qui sont trop bien. Alors ça c'est un déguisement. Voilà, j'ai participé à une soirée Apocalypse, Glitter Apocalypse, soirée d'anniversaire. J'ai gardé ça. Parce que pourquoi pas, en fait. Parfois, il y a des... Voilà, ça, c'est une pièce de théâtre que je suis allée voir, du coup, à Lille. Ah non, c'était à Bruxelles. Pièce de théâtre trop bien, d'ailleurs. Trop, trop bien. Sur le non-désir d'enfant. La meuf est trop pas originale. C'est vraiment faux. Je suis en boucle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un magnifique maillot de foot du Cambodge que mes collègues m'ont offert quand j'ai démissionné, puisque j'ai travaillé pendant 1 an et demi à Siem Reap au Cambodge dans une agence de voyage, et mes collègues m'ont offert ça. Et je l'ai toujours gardé alors que c'était en 2015. Ah là là. Ça, ça c'est magnifique. Hein. Ça vraiment, ça c'est souvenir de ma vie de quand je prenais l'avion. Je suis allée à New York et j'ai acheté ça. Je sais pas si je suis contente ou si j'ai honte en fait. Je sais pas. On va l'enlever, hein. Bon, je vais pas tout vous faire, mais en gros, c'est juste, très jolie illustration quand même, c'est magnifique. Parce qu'il y a un moment, cette illustration, je la garde en souvenir parce que déjà, elle est très belle, faite par une artiste qui s'appelle Tifalia. Et c'est surtout que je lui ai commandé en 2020 150 illustrations parce que pendant 6 mois, j'ai tenu un projet de box pour les meufs et que dedans, à un moment donné, il y avait une illustration de cette artiste. Super. Ah, si, dernier truc que je vous montre parce que vraiment, projet de ouf si vous habitez en coloc. Souvenir de ma colocation, on avait fait un calendrier nous-mêmes avec des photos des unes des autres et une petite photo de mon chat, Gwaku. Et en gros, c'était un calendrier pour notamment s'écrire quand on n'était pas là.
dans la coloc quand est-ce que qui partait en vacances ou s'il y avait des dates importantes des unes des autres, des projets des unes des autres à retenir, des trucs à célébrer, etc. Et je trouve que c'était hilarant à faire déjà, mais surtout, donc moi c'est moi qui en ai la charge du souvenir. Donc j'ai garanti à mes anciennes colocs que comme j'avais cette boîte à souvenirs, il allait être dans de très bonnes mains et que j'allais le garder. Et ça, dans 20 ans, les gars. Mais dans 20 ans, ça va être incroyable en fait. Tout ça pour vous dire, j'ai donc cette boîte à souvenirs depuis des années. Ceci est une fausse grenade, hein, je précise quand même. Ce n'est pas une vraie arme. Parce que je trouve qu'avoir voilà, c'est vraiment des petits objets qu'on sélectionne qui peuvent être totalement random. Ça, c'est à jeter. Alors déjà, moi, je trouve que c'est... alors, ça dépend. Moi, je suis pas quelqu'un de nostalgique. Donc, je pense que si vous êtes nostalgique, peut-être c'est pas ouf ça. Parce qu'en fait, si tu vas pas bien et que tu te replonges là-dedans, potentiellement, tu vas encore moins bien. Je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, moi qui ne suis pas nostalgique, mais qui suis terrifiée de perdre la mémoire, eh ben je me dis que ça, c'est le genre de truc, dans 20 ans, dans 40 ans et plus, si je suis encore vivante, eh ben honnêtement, alors peut-être je me rappellerai plus de qu'est-ce qui correspond à quoi, mais je trouve que c'est trop bien. C'est vraiment... voilà, je trouve que c'est une super idée. Je regarde s'il y a d'autres trucs marrants que je peux vous montrer, quand même. Oh, j'ai fait une prépa lettres, les gars. Allez, hein. De toute façon, tout ce qui est couvre-chef, c'est un plaisir, hein. Yes. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est beau ou c'est pas beau? Oui, j'étais en hippocagne. Ouais. Au lycée Fédherbe, à Lille. RPZ, comme disent les jeunes. Pas du tout. Ils disent pas du tout ça. J'adore dire cette phrase. Quoi d'autre? Bah non, écoutez, après, j'ai des sous-bocs, je sais même pas pourquoi, enfin... J'ai vraiment des souvenirs vraiment nuls, hein. Enfin, on va pas se mentir, c'est vraiment des trucs nuls à chier parfois. Mais bon. Voilà. Ah bah, regardez ce genre de petits souvenirs. Je vais être trop contente de me rappeler. J'avais déjà oublié, alors que c'était l'année dernière. J'ai participé au Salon du Livre de Bruxelles en tant qu'autrice. L'année dernière. Wouhou! Bah voilà, je vais m'en rappeler. Oh, allez, dernier souvenir. Je vais pas vous faire toute la boîte parce que vraiment, il y a des trucs. T'as peur, quoi. Dernier souvenir. J'ai eu... vraiment, c'est nul à chier. J'ai fait une course de karting sur glace et j'ai gagné. Et on m'a donné ça. Bah, c'est quand même hyper classe, hein. On va pas se mentir. Voilà. Allez, hein. Salut. Bref, faites une boîte à souvenirs, c'est trop bien les boîtes à souvenirs. Voilà, ça tue. En pension finalement, en coparentalité depuis 4 mois et je vais repartir avec. Mais avant ça, on va donc répondre aux petites questions que vous m'avez posées. Je vais peut-être pas toutes les prendre pour pas que ça dure 1000 ans cette vidéo, mais en tout cas, je vais quand même répondre à certaines questions que j'ai sur mon ordinateur juste ici. Alors, première question que j'ai reçue. Incroyable, on me pose jamais cette question. C'est marrant. Tu es de quelle origine ? Eh bien, je suis française, sachez-le, mais j'ai du côté de ma maman, il y a des origines polonaises et du côté de mon papa, des origines algériennes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu comme question? J'ai reçu plein de questions. Ah ouais, alors incroyable. Alors, allez, petite question facile à répondre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à faire des vidéos? En fait, le compte Instagram Je ne veux pas d'enfants, je l'ai créé en 2019. À la base, vraiment, je faisais pas du tout de vidéos. Je relayais des phrases, les poncifs qu'on entend quand on veut pas d'enfants sur Internet, à savoir tu vas changer d'avis, c'est parce que t'es trop jeune, t'as sûrement un problème psychologique, et l'instinct maternel et blablabla. En gros, je montrais pas du tout ma tête, juste je faisais des posts avec ces phrases-là et j'expliquais pourquoi c'était faux ou bête d'avoir ce genre de réflexion.
Sauf qu'en fait, ça m'a vraiment intéressée et de fil en aiguille, j'ai commencé à creuser beaucoup plus ces sujets-là. Après, j'ai commencé à écrire dessus. J'ai écrit un livre l'année dernière qui s'appelle Le temps du choix. Voilà, je vous mets ici, qui est disponible dans les librairies indépendantes d'ailleurs. En gros, voilà. Et j'ai commencé à faire des vidéos de vulgarisation parce que le format écrit sur Instagram, il est quand même beaucoup moins mis en avant que les vidéos. Et moi, j'ai pas du tout de problème à m'exprimer face caméra ou à montrer ma tête, etc. Ça me dérange pas du tout. Voilà. Et après, sur le côté, du coup, YouTube, là, c'est juste que j'ai envie de diversifier les formats et que j'ai bien compris, malheureusement, pendant un temps, je voulais essayer d'arrêter d'être sur Internet. En réalité, j'ai bien compris que la bataille culturelle, en tant que militante de gauche radicale, se passe aussi sur les réseaux sociaux et que, du côté de l'extrême droite, clairement, ils mettent les bouchées doubles. Donc moi, j'ai envie de faire partie de cette bataille-là et d'avoir un discours qui s'oppose au discours dominant, qui est un discours conservateur et réac, du coup. Voilà. Autre question que j'ai eue, ton avis sur le projet de loi sur la GPA et sur la GPA en général. J'avoue, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me pose cette question. Alors, c'est très très compliqué pour moi, cette question de la GPA. Je me dis, si demain, j'essayais de répondre à cette question avant de filmer en me disant, ok, si demain on a un référendum et qu'on me pose la question et que je dois voter là-dessus, je pense que je suis contre la GPA, en gros. Parce que je ne vois pas dans quelle mesure, comment l'application peut être réellement féministe de la GPA. À part, parce que j'ai déjà entendu des discours sur la GPA, des témoignages de femmes, notamment je crois dans le podcast Bliss, de femmes qui ont décidé d'aider un couple homosexuel à avoir un enfant. C'est une femme qui avait déjà des enfants. Donc et qui avait un statut social, je pense, très privilégié, qui fait qu'en fait, elle n'avait pas besoin de thunes et qu'elle pouvait dégager du temps pour faire ça. Moi, je pense que c'est la seule option, c'est le seul moment où ça peut être ok d'avoir recours à une GPA. Donc GPA, enfin je sais pas d'ailleurs si tout le monde est familier avec ça, mais donc c'est la gestation pour autrui. Donc c'est le fait qu'une personne qui a un utérus mène à bien à terme une grossesse, mais qu'elle ne soit pas le parent de l'enfant, quoi, en gros. Voilà. Et voilà, je pense que sinon, vu le monde capitaliste dans lequel on est, le monde patriarcal dans lequel on est, en fait, la GPA, c'est juste la porte ouverte à une nouvelle mainmise sur le corps plutôt des femmes, donc. Et voilà, et qu'il y a des pays où la GPA, elle est rémunérée. Enfin, moi, je pense que ça pose plein de problèmes éthiques. Donc, en gros, je ne vois pas en quoi ça répond de manière positive aux problématiques actuelles. Et pour moi, je pense qu'il faut affirmer le fait qu'on doit soutenir absolument les luttes des personnes queer, des personnes LGBTQIA+. Néanmoins, ça n'empêche pas de dire que un couple homosexuel, c'est tout en fait. Si tu ne peux pas procréer, tu ne peux pas procréer. Et puis voilà, point barre en fait. Pour moi, il y a aussi le truc mais c'est comme j'ai un discours sur l'infertilité, c'est-à-dire que la PMA, heureusement que ça existe, néanmoins c'est jamais un parcours miracle et ça ne marche pas à tous les coups, et qu'en fait il faut aussi mettre en avant le discours que tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est tout. Voilà, c'est comme ça en fait. Voilà, je sais que c'est peut-être un peu controversé, mais voilà, malheureusement c'est mon avis. Par contre, voilà, je suis pas fermée, je lis énormément de trucs sur le sujet parce que j'essaye d'éveiller mon esprit critique là-dessus et j'ai pas un avis tranché non plus, quoi. Voilà. Autre question. Pourquoi tu quittes ton CDI? Alors, je vais pas vous faire tout mon CV, mais en gros, ma vie professionnelle est quand même... c'est pas qu'elle est chaotique, mais en tout cas, elle change beaucoup parce que je n'arrive pas à me retrouver dans le salariat, je n'arrive pas à me retrouver... Enfin, en gros, la manière qu'on a de travailler aujourd'hui ne me convient pas, et donc j'essaye... tant bien que mal de faire mon petit bonhomme de chemin. Je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais parce qu'ils sont en train de sécher et voilà, j'aime pas mes cheveux en ce moment, bref. Et du coup, je me retrouve pas dans aucun modèle actuel. Donc j'essaye de tester des trucs et puis ça me convient pas et voilà. Mais en gros, moi j'ai été diplômée en 2014, donc ça fait depuis 2014 que je travaille, plus ou moins, par des jobs étudiants et tout, mais voilà. Et à chaque fois, je pense que le max que j'ai tenu dans une entreprise, ça a été 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Voilà. Après, j'ai arrêté d'être salariée en 2018.
je suis devenue auto-entrepreneur en 2019 et de 2019 à 2025, là du coup depuis début d'année, j'étais en auto-entreprise soit à temps plein, soit parfois j'avais mêlé ça avec un job salarié à mi-temps. Par exemple, j'ai été vendeuse dans un magasin de photos à mi-temps et en fait c'était idéal comme situation parce que j'avais un petit salaire qui voilà, et je crois que j'étais payée 1300 € net, ce qui était bien. Et j'avais du temps pour mes activités qui me payaient moins, mais en gros, ça m'assurait quand même de pouvoir me payer mon loyer, mes courses, etc., quoi. Donc c'était pas mal. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, j'aimerais bien retrouver ça, mais dans un métier qui fait plus de sens. En gros, moi, mes activités d'auto-entreprise, elles me payent pas beaucoup. Donc, il y a l'écriture d'articles quand j'arrive à vendre des piges dans des médias, mais en gros, c'est de plus en plus compliqué parce que les médias indépendants n'ont pas de thunes. Et on s'arrache les places. Il y a la création de contenu sur les réseaux sociaux qui me rapporte très peu d'argent parce que je fais très peu de partenariats. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune marque qui a envie de travailler avec moi, car j'ai un discours qui est, je pense, trop radical, trop féministe, etc. Il y a l'écriture de livres, donc je suis très très peu payée pour écrire un livre, mais voilà, c'est tout, ça existe aussi. Et quoi d'autre? Bah oui, c'est à peu près tout, quoi. Et donc, à côté de ça, il faut que j'ai d'autres revenus qui sont bah, parfois des activités qui me plaisent moins en termes de militantisme, de féminisme, etc., mais que je dois faire pour gagner de l'argent. Donc là, aujourd'hui, moi, pendant un temps, je travaillais pour une entreprise de week-end vélo, rando, etc. J'ai travaillé pour cette boîte pendant 1 an et demi, c'était hyper bien. J'étais d'abord en freelance et là, j'étais en CDI, mais en fait, malheureusement, cause d'une restructuration interne, je peux pas redevenir freelance pour eux parce qu'ils veulent plus. Et ça me rend trop triste parce que moi, pendant un temps, j'étais en freelance 3 jours par semaine pour eux. Et donc, j'avais le temps de faire mes autres activités. Et en fait, c'était parfait, quoi. Et donc là, ils m'ont un peu forcé la main pour être en CDI. Mais donc, du coup, j'ai plus le temps. Enfin, j'ai le temps, mais au prix de regarder mes cernes, en fait. Parce que là, je dois finir un manuscrit pour un prochain livre. J'ai un CDI 4 jours par semaine. J'ai les réseaux sociaux. Enfin, je l'ai pas mis dans mes activités, mais donc du coup, j'ai un spectacle, vu que je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Et en fait, tout ça mis bout à bout, je peux pas avoir un CDI à temps plein. En fait, ce n'est pas possible. Même 4 jours semaine, c'est pas tenable en termes de sommeil. Moi, j'ai besoin de dormir et j'ai envie d'avoir du temps libre. J'ai pas envie de trop travailler. Je n'ai pas envie de ça. Donc du coup, bah, c'est super compliqué de trouver un juste milieu. Et donc là, moi, j'aimerais trop pouvoir me former à des métiers plus manuels, genre du maraîchage ou autre, un métier qui soit vital, c'est-à-dire par exemple la création de nourriture, me paraît un peu vital. Et je sais pas, et me dire que peut-être je pourrais devenir maraîchère par exemple 3 jours par semaine et 3 jours par semaine ou 2 jours et demi, et ben je ferai mes autres activités, quoi. J'aimerais trop faire ça. Je pense que ça m'épanouirait d'être sur ce rythme-là. Mais bon, voilà, on verra. Et allez, je vais prendre une dernière question, puisque qu'est-ce que je parle, dis donc? Oui, je parle beaucoup. Parviens-tu à rencontrer des mecs féministes, on m'a demandé. Eh bien... Non, je rigole. Oui, il y en a. Après, honnêtement, je suis en relation en ce moment avec une personne, on est en relation non exclusive, etc. Voilà, depuis début d'année, donc ça fait 9 mois bientôt. Quelqu'un qui est plutôt militant, de gauche, radical et tout, qui est allié des causes féministes. Enfin, honnêtement, oui, d'un point de vue théorique et tout, clairement, je pense qu'il fait partie du top 5% des hommes qui entendent tous les enjeux, qui lisent, etc. Après, voilà, il reste un mec, tu vois, donc bon, bah c'est tout. Mais voilà, je suis une femme hétéro, donc je fais ce que je peux, mais ouais, des mecs féministes, il y en a. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent féministes, pro-féministes, et qui entendent tous les enjeux, qui les comprennent très bien, et heureusement, hein, c'est super cool, mais qui dans les faits, je pense, sont loin, très très loin sur plein de niveaux. Moi, je le vois très bien, je prends un exemple, l'organisation de vacances. Globalement, il y a énormément d'hommes qui sont très très en mode zéro charge mentale, c'est-à-dire qui s'intéressent pas de... voilà, je sais pas, rembourser en temps et en heure les gens, etc. Enfin, c'est un truc que, en général, que moi je remarque, les hommes sont beaucoup moins responsables sur ces sujets, et donc globalement, ben en fait, c'est aux femmes de rappeler les trucs, etc. Enfin, c'est relou. Je le remarque souvent, voilà, dans le cadre des vacances, et dans le cadre juste de mes rencontres avec des mecs de manière générale. C'est vrai que
Ouais, il y en a encore beaucoup, je sais pas, juste d'un point de vue de maturité émotionnelle, je trouve que les hommes, globalement, même féministes que je rencontre, sont très, très immatures émotionnellement parlant et je trouve que c'est un problème, quoi. Mais bon, il y en a, après voilà, je trouve que les femmes, globalement, sont au-dessus du lot, mais je ne suis pas lesbienne, encore une fois, donc c'est très dommage. Mais même d'un point de vue amical, enfin, moi, j'ai des trucs, je vais vous raconter. Allez, je vous raconte cette anecdote et après, terminé, bonsoir, on arrête, hein, parce que voilà. Heu en fin d'année dernière, j'ai rencontré un gars sur, Tinder et on s'est vu un soir, on a passé la nuit ensemble et voilà. Et en gros, le mec après il m'a un peu ghosté, enfin moi j'avais pas spécialement envie d'une relation avec lui parce que, bah, je sais pas, il me plaisait, tu vois? Mais sans plus, quoi. Et bref, en gros, là, il m'a ghosté, on s'est revus à un moment, enfin moi je m'étais dit: «Bah, en fait, on s'entend bien, donc peut-être on peut être potes, c'est cool». Et en fait, à un moment, j'ai buvé un verre avec lui dans l'île et on a croisé mon copain et en fait, je sais pas, il a eu une réaction super, bizarre, comme s'il avait compris que je n'étais pas vraiment disponible, finalement pour lui et on devait se revoir la semaine d'après, je crois. Genre, on devait faire une soirée ensemble chez lui, enfin voilà, en mode pote, quoi. Et il m'a ghosté, il m'a plus jamais, répondu, quoi, voilà. Donc je me dis même et ce mec se dit un peu woke, un peu enfin non, il dit pas qu'il est woke, n'importe quoi. Mais bref, se dit en mode: «Ouais, j'ai fait une thérapie». Le mec, il a vu une psy pendant trois fois et il dit qu'il a fait une thérapie, enfin bref, non, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Les hommes, c'est compliqué. Voilà, conclusion de cette vidéo. Super.